Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda! Bonjour Dead Breeze, comment vas-tu? Ça va bien toi? Ben, je vais très bien, merci. Aujourd'hui, on retourne dans nos créatures magiques ou mythologiques, ça dépend vraiment de comment on se situe. Cette fois-ci, on y va avec l'Afrique. Donc, je te laisse commencer parce que je pense que tu étais un peu plus calée en créatures mythologiques. Oui, j'adore la mythologie en particulier, peu importe les créatures ou les histoires. Donc, j'aimerais commencer par Mami Wata, en fait, qui est, c'est une histoire, en fait, une forme de sirène, c'est comme une forme de déesse dans la mythologie africaine, la mère des eaux. Dans son histoire la plus ancienne, c'est une sirène que son haut de corps est celui d'une femme et le bas celui d'un poisson ou d'un reptile. Évidemment, là, on va me dire, ouais, mais c'est une sirène, tu viens de le dire, en effet. En gros, quand elle apparaît sous les traits d'une femme humaine, elle est élégante, très belle, yeux brillants, teint clair, vêtements à la dernière mode, parce que, tu sais, il faut quand même qu'elle suive la mode pour être jolie, ça a l'air. Des grands bijoux, une chevelure exceptionnelle, très longue, avec un petit peigne d'or, tu sais, encore là, ça sonne pas mal, tu sais, sirène un peu, là. Dans ces deux formes, autant sirène que femme, tu sais, comme elle aime beaucoup porter des bijoux quand même assez dispendieux. Elle est souvent accompagnée d'un grand serpent qui est un symbole de pouvoir psychique et de divinité dans de nombreuses cultures africaines. Ses interactions avec les humains sont totalement imprévisibles. Les légendes disent qu'elle peut enlever les nageurs puis les conduire dans son domaine sous-marin, les libérant s'ils s'engagent à être fidèles à son culte. En gros, pour que le marin puisse revenir sur la terre ferme, il doit jurer fidélité à Mami Wata. En fait, cette légende-là est liée à la croyance comme quoi qu'elle serait responsable du fort courant sous-marin qui tue beaucoup de nageurs le long des côtes. On dit qu'elle confère à ses disciples richesse matérielle, réalisation spirituelle. Sur ces lieux de culte, ses suiveux, si je peux me dire ça comme ça, portent du rouge et le blanc, qui est ses couleurs sacrées. Puis ils dansent jusqu'à être possédés par son esprit et percevoir ses conseils et bénédictions. En fait, on dit aussi que elle apporte, comme les connaissances, elle apporte beaucoup elle peut apporter aussi l'obsession, comme je l'ai mentionné avec l'espèce de transe, et ou la maladie, parce qu'on peut aussi avoir une fièvre très dangereuse qui ferait en sorte qu'elle pourrait se venger. Par la suite, un esprit de l'eau qui est similaire à Mami Wata, il y a le Djengu. En espérant que je le dise comme il faut. Elle est vénérée surtout au Cameroun. C'est une belle créature qui ressemble encore là à une sirène, puis avec une longue chevelure laineuse, puis un sourire édenté. Encore là, on trouve ça drôle de dire qu'elle est très jolie quand il lui manque beaucoup de dents. Donc, elle est censée habiter les fleuves et la mer. La population dit d'elle qu'elle est bénéfique, qu'elle porte des messages entre ses fidèles et le monde des esprits. Donc, c'est une espèce de messager. Ils guérissent toutes les maladies, puis offrent à leurs dévots, à leurs suiveux, la chance, la protection face aux épidémies, la victoire dans les compétitions et un temps clair. Donc, on va dire un temps sans tempête. Dans d'autres types de créatures, il y a aussi le Catoblepas. Je ne sais pas si je le dis encore là comme il faut, ou quand Catoblepas ou Catoblepas, en tout cas. Cette créature, elle vient d'Éthiopie. Ça ressemble un peu à un taureau, puis elle aurait été décrite pour la première fois par une espèce tu sais,
175-235 après Jésus-Christ. En gros, c'est là où est-ce que elle aurait été nommée pour la première fois dans une espèce de livre, comme de créatures connues ou mythiques. Cette créature-là, elle serait lente et sinistre, à peu près de la taille d'un taureau, comme je le disais, avec une espèce de lourde crinière qui couvre son front. Ses petits yeux sont injectés de sang et elle a un dos écailleux avec des sourcils, comme assez épais, là, broussailleux aussi. Sa tête est si lourde qu'elle peut pas regarder, elle peut pas regarder vers le haut, elle regarde que vers le bas. Ce regard-là serait, en fait, son coup d'œil serait empoisonné, tout comme son souffle, car la bête mange que des plantes vénéneuses. Donc, quand ses ennemis approchent, la bête frissonne, regarde, monte les dents et exhale un air nauséabond, rendant muets les gens, pris de convulsions mortelles. Donc, on s'en approche pas trop. De toute façon, avec la photo que je vois là, je m'en approcherai pas plus. Elle est assez épeurante. Donc, sachant cela, d'autres animaux fuient devant cet animal-là aussi loin qu'ils le peuvent. Donc, c'est une espèce de moufette à grosseur de taureau. C'est comme ça que je le vois un peu. Par la suite, dans les autres créatures qu'il y a, allons-y. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est une créature égyptienne, c'est l'oiseau bas. Oui, c'est en Égypte, mais étant donné que l'Égypte, comme rentre un peu sur le territoire africain, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Je vais en parler encore là, ici. En fait, l'oiseau bas, ça fait partie des croyances égyptiennes anciennes sur la vie après la mort. Le bas d'une personne, en fait, c'est son essence. En fait, il est sous la forme d'un épervier ou d'un tout petit faucon. Il montre le visage du défunt dont il est une partie. En fait, on le voit souvent sur les tombes égyptiennes on le voit voler au-dessus du corps du défunt. En gros, il est étroitement lié au corps physique, puis lui, il était censé exiger un soutien matériel, nourriture ou boisson pour faire comme l'espèce de voyage. En fait, dans les anciennes croyances, pour que la personne décédée puisse atteindre l'immortalité, son corps devait quitter la tombe pour s'unir avec son Ka, qui est la force vitale. Puis, comme le corps momifié ne peut plus faire ça, ben c'est le bas de la personne, en gros, symboliquement l'oiseau, qui se transforme en oiseau, justement, puis vole entre la tombe et le Ka, qui demeure sur la terre des morts du monde inférieur. Donc, ce voyage doit prendre place toutes les nuits. C'est quand même assez éternel, tout cela. Par la suite, je vais vous parler de l'oiseau éclair. Ça ressemble beaucoup au type d'oiseau de tonnerre, d'oiseau éclair qu'on avait dans les autres... dans les autres mythologies, les autres créatures. En fait, ça vient c'est les peuples indigènes d'Afrique qui reconnaissent beaucoup l'oiseau éclair. C'est l'équivalent, ils disent elle ressemble beaucoup à l'ombrette africaine. Puis, parce qu'elle a un bec recourbé et long, elle a une crête hirsute, la tête de l'oiseau ressemble beaucoup à un marteau. Les croyances populaires disent que l'oiseau éclair apparaît comme un éclair, évidemment, et que seules les femmes peuvent le voir sous sa vraie forme. Les autres distinguent que l'éclair. Et la graisse de l'oiseau éclair est un remède de valeur dans la médecine africaine traditionnelle. Pour la collecter, l'oiseau doit être capturé au moment où l'éclair frappe le sol. On va dire que c'est impossible rendu là. Ou l'oiseau peut être extirpé d'une cavité souterraine située à l'endroit de la frappe. C'est déjà peut-être un peu mieux. Ou elle a pondu un grand œuf. Cet œuf est censé apporter le malheur à la zone et doit donc être détruit. L'oiseau éclair est par ailleurs associé à la pluie. Endommager son nid risque de déclencher la tempête.
Ensuite, là, je vais aller un peu dans le bizarre. Il y a des monstres nocturnes qui s'appellent Popobawa. Popobawa, c'est ça, je me suis pas trompée. Qui, en fait, c'est des monstres nocturnes prédateurs sexuels qui terrorisent encore les gens dans certaines régions du monde. Les habitants, surtout de l'île de Zanzibar, dorment souvent en groupe à côté d'un immense feu allumé à l'extérieur de leur maison ou s'enduisent de lard de cochon pour se préserver des attaques des Popobawa. En fait, ce mot-là, dans la langue africaine, ça veut dire aile de chauve-souris. C'est un démon mâle ailé aux serres de chauve-souris, à un seul œil, au regard malfaisant, qui attaque et viole les hommes quand ceux-ci dorment dans leur lit. En fait, on dit qu'en 1995, il y a eu une série d'attaques qui a été rapportée dans les journaux qui avait suscité une panique générale dans la région. Cette créature-là, en fait, elle révèle sa présence par son odeur âcre et une bouffée de fumée. Les victimes racontent que juste avant l'attaque sexuelle, elles ont été paralysées et elles ont eu l'impression que quelque chose appuyait sur leur poitrine, les suffoquant. Pour certains, cette créature-là est un vestige vengeur des horreurs du marché aux esclaves qui a existé aux Zanzibar au milieu du 19e siècle. C'est quand même assez spécial, ce type de créature-là. Ensuite, pour continuer avec Popobawa, on dit aussi que c'est un métamorphe, puis qui peut prendre différentes formes. Pas seulement celui d'une chauve-souris, comme son nom, comme je disais que c'était son nom tantôt. Il peut prendre aussi une forme humaine ou animale, puis de se métamorphoser comme bon son vouloir. Il visite en général les propriétés familiales la nuit, mais peut aussi être vu pendant le jour. On dit aussi qu'on peut détecter sa présence par l'odeur de soufre, mais c'est pas toujours le cas. Je disais tantôt qu'il attaquait les hommes, mais il peut aussi, ça y arrive, d'attaquer les femmes et les enfants. Il peut même s'attaquer à tous les membres d'un ménage avant de passer dans une autre maison du quartier. Il est insatiable. Donc, ces attaques nocturnes peuvent inclure autant des simples agressions physiques ou des phénomènes de style poltergeist, mais la plus redoutée est vraiment l'agression sexuelle et la sodomie des hommes et des femmes. Je peux comprendre un peu. Donc, puis en plus, les victimes sont invitées à parler de la créature, comme quoi qu'elles ont été agressées, et sont menacées de visites répétées par le Popobawa si elles ne le font pas. Si elles n'en parlent pas aux voisins, le Popobawa va revenir la nuit suivante. Je peux comprendre que la rumeur doit se répandre quand même assez vite, rendu là. Il y a eu beaucoup de panique de Popobawa comme celle en 1995 que je mentionnais et les personnes essayent de s'en sauver en restant éveillées devant leur maison, souvent blotties autour d'un feu avec d'autres membres de la famille et des voisins. C'est surtout, comme je disais, aux Zanzibar, partout sur l'île de Pemba, qu'il y a eu souvent des paniques. Donc, c'est une créature qui est quand même assez épeurante, mais que c'est surtout dans un coin du monde. Ensuite, il y a l'ours Nandi. En fait, c'est un animal qui n'a jamais été prouvé, comme tout le reste de ce que je discute aujourd'hui. Son existence n'a jamais été prouvée. Il entrait les savanes de Tanzanie ou du Kenya. On l'appelle aussi Kérit, Chimit, Kinkambungure, Duba et Sabruku. Et là, sincèrement, ne me tapez pas si je le dis pas comme il faut. J'en suis sincèrement désolée. Il y en a beaucoup qui confondent avec le Mingwa, un autre animal qui ressemble un peu à ça. En fait, il a été rapporté par la première fois par la tribu indigène des Nandi. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ours Nandi.
Donc, vu qu'il n'y a pas d'ours en Afrique, il y en a quelques-uns qui disent que cet animal, cette présence-là, serait plus en Afrique du Nord. C'est une espèce de petite race d'ours brun qui fréquenterait les montagnes d'Afrique du Nord jusqu'au Moyen Âge. Donc, on peut supposer toujours rendu là. En fait, ça ressemble beaucoup comme une grande hyène avec la taille d'un lion. Selon différents témoignages, ses couleurs changent du rouge brunâtre à une couleur plus foncée. C'est un animal nocturne qui s'attaque à l'homme lors de nuits sans lune. Il peut entrer dans un village puis attaquer les indigènes, mais surtout les enfants. Les Nandis disent qu'ils en ont déjà tué un en mettant le feu à la hutte où il était entré. Donc, en gros, ils n'ont pas de preuves. Donc, c'est ça, on dit qu'on l'appelle l'ours parce que c'est sa démarche qui donne l'impression que c'est un ours. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont affirmé avoir vu cet animal-là. Donc, on pense que les scientifiques disent que ça pourrait être un ours préhistorique qui aurait survécu. En fait, vous allez le voir au travers de ce podcast-là, il y a beaucoup d'animaux préhistoriques qui reviennent, des dinosaures et tout. Je trouve sincèrement que c'est assez spécial. Les Nandis disent que, en fait, la façon qu'ils l'avaient décrit, c'est que ça ressemblait plus à un babouin géant. Puis, selon eux, ça serait un diable qui rôde dans les nuits les plus sombres, cherchant des personnes, et plus particulièrement des enfants pour les dévorer. Il est moitié homme, moitié singe. La nuit, la bouche rougeoie comme de la braise. C'est assez spécial. Ils n'ont jamais vraiment trouvé de reste, mais peut-être qu'un jour... Il y a le Ubambo ou Umbambo, qui est un être surnaturel qui viendrait des tribus d'Afrique centrale. En fait, on dit que c'est un être maléfique qui possède le pouvoir de faire à la fois le mal ou le bien, tout dépendant son humeur, tout dépendant son bon vouloir. Il peut causer des maladies, il peut posséder des personnes, inciter les populations à lui construire une maison. C'est assez spécial, mais dans certaines tribus africaines, on le considère comme un diable ou comme l'esprit d'une personne qui n'a pas été enterrée convenablement, d'où son errance sur Terre. En fait, on dit que lorsqu'une personne est gravement malade, on dit que le Ubambo est probablement la raison pourquoi il est malade. Il réside dans les entrailles des humains jusqu'à ce que les proches de la personne possédée l'entourent et font en faisant un énorme vacarme, en chantant, dansant, criant ou en faisant frapper des objets ensemble. Ce grand bruit-là, c'est fait pour vraiment le chasser. Certaines tribus pensent que l'Ubambo, ça serait des personnes folles. Les personnes folles seraient nées avec cet être surnaturel-là. Il n'y a aucune représentation, il n'y a aucune image, aucune description qui existe. Il résiderait dans la brousse, puis dans certains cas, quand une personne morte n'est pas enterrée correctement, l'Ubambo, s'il finit par se lasser d'errer, apparaît un proche parent qui lui demande de lui construire une maison près de la sienne. Mais afin de lui permettre d'avoir une bonne mort, les femmes du village se réunissent pour danser et chanter, et les gens se rendent sur la tombe du défunt, puis lui fabriquent une idole, et par la suite, l'Ubambo, il peut disparaître. C'est une histoire qui est assez étonnante, je dois le dire. Il y a aussi Aïcha Kandisha. En fait,
c'est une créature qui vient du folklore marocain. Elle est autant mythique que historique. J'en parle parce qu'il y a aussi le côté mythique, mais on dit qu'il y aurait une histoire en arrière de ça. Je vais commencer par la légende. En fait, c'est Aïcha Kandisha. C'est une sorte de fée ogresse qui est une femme tellement belle, tellement magnifique. Elle aurait des jambes magnifiques ou un haut de corps magnifique et on la reconnaîtrait par ses pieds palmés dans certaines croyances. Dans la légende, elle a un charme exceptionnel, puis elle se rencontre de nuit, mais jamais le jour. Elle vit dans une rivière ou dans la mer, puis les hommes sont tellement attirés par elle, elle a tellement un pouvoir d'attirance que aucun homme ne peut lui résister, sauf celui qui la reconnaît. En gros, quand il dit « Ah, je sais, tu es Aïcha Kandisha », et c'est là que le charme est rompu. Elle s'intéresserait qu'aux célibataires et aux bergers nocturnes. Ce mythe-là varie selon les régions. Dans le sud, elle prendrait une apparence de chèvre avec des longues mamelles puis de très jolies jambes de femme pour séduire les hommes et les rendre fous. Dans le nord, elle prend l'apparence d'une très jolie femme avec des jambes de dromadaire. C'est assez bizarre. Fait que soit tu as des belles jambes, soit tu n'as pas. En tout cas. Ceci dit, dans cette légende-là, ça prendrait source pendant la colonisation avec les soldats portugais. On pense que ça serait une vraie femme. Parce que, tu sais, il y a plusieurs types, il y a plusieurs noms qu'on lui donne, Aïcha Kandisha, Aïcha Kondisha ou Lala Aïcha. On dit que ça serait une femme, une espèce d'agent double, une très belle femme marocaine qui aurait été utilisée pour attirer les soldats dans des ruelles sombres pour que les hommes de la résistance de l'époque puissent le tuer, pour essayer d'éliminer le plus de soldats possible. On dit aussi que le nom de Kandisha, c'est une déformation faite par les Autochtones du terme Condessa, qui signifie comtesse. Donc, tu sais, comme le monde l'appelait comtesse. C'est une légende qui est quand même très, très, très intéressante à lire, surtout qu'il y a une espèce de fond comme qui aurait un fond de vérité. Ensuite, il y a Lassan Bonsam, Lassan Bossam. Ensuite, il y aurait Lassan Bossam, aussi connu sur Sassa Bonsam. C'est une créature humanoïde qui ressemble un peu à un vampire. En fait, elle viendrait d'Afrique de l'Ouest. C'est les Ashanti du Ghana, ainsi que la Côte d'Ivoire et du Togo que ça proviendrait. Selon la légende, elle aurait des dents de fer et des jambes tordues qui se termineraient par des crochets en fer en guise de pieds. Ses pieds lui permettraient de s'accrocher aux branches des arbres dans lesquels il vit. La tête vers le bas à la manière des chauves-souris, le temps d'attendre sa proie. Certains mythes lui confèrent également des griffes et des cornes. Ça ressemble un peu au démon, je trouve, ça. En fait, on dit que les deux noms que j'ai donnés, ça peut être une seule créature ou deux créatures. Il y en a beaucoup qui font la dissection entre les deux êtres, parce que moi, j'ai comme parlé comme si c'était le même. Le premier, ça ressemblerait plus à un humanoïde, la San Bossam, tandis que le second, le Sassa Bonsam, je ne sais pas si je le dis comme il faut, je m'en excuse, il y aurait des ailes similaires à celles d'une chauve-souris, puis les ailes feraient 20 mètres de long, ce qui est quand même assez intense. Il y a le vampire aussi, Obaïfo,
le vampire au baillifaux qui serait une créature contrôlée par une sorcière. Là, on commence à rentrer un peu dans notre domaine. C'est un être malfaisant qui quitte son corps la nuit tombée pour aller se nourrir de sang d'enfants, puis détruire les récoltes en aspirant la sève et les sucs vitaux. En fait, au baillifaux, ça vient du mot Ashanti bailli qui signifie sorcellerie. Donc, est-ce que ça rentre dans le mythe de la sorcellerie que l'Église catholique s'est amusée à introduire partout dans le monde? Peut-être, peut-être. Aziza, en fait, c'est une petite créature bienfaisante des forêts. Hein, c'est assez de parler des créatures maléfiques. Certains l'appellent les fées, d'autres des génies bénéfiques. C'est des génies pygmées des forêts d'Afrique occidentale dont on prête beaucoup de force et de puissance, dont la capacité d'enlever des hommes à qui ils dispenseraient des connaissances phytothérapiques exceptionnelles, ainsi que des connaissances vraiment assez différentes les unes que les autres. Ils initieraient les hommes à la chasse, à l'art de la musique, à la chanson. Donc, l'artiste qui peut être assimilé par les Aziza pourrait être il serait possédé par cette divinité-là, aurait des prestations artistiques quand même assez impressionnantes. Donc, petit génie de la forêt quand même assez mignon, disons-le. Ensuite, il y a les nomos. C'est des génies hermaphrodites. Hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils ont littéralement les deux sexes. On dit qu'ils sont des amphibiens hermaphrodites qui ressemblent un peu à des poissons. Dans la mythologie des Dogons du Mali, c'est des génies ancestraux des eaux qu'ils décrivent souvent comme des dieux. Les nomos sont habituellement décrits comme justement des amphibiens qui ressemblent à des poissons, mais leur représentation folklorique montre des créatures avec le haut d'un torse humain et les jambes, les pieds et le bas du torse et une queue de poisson en plus. Donc, c'est comme une espèce de mythe de sirène, mais avec des jambes. On dit aussi que les nomos serait génie aux yeux rouges et au corps vert qui serait né de l'argile d'un dieu créateur et que c'est eux qui auraient aidé à la naissance des tribus de cette région-là. Par la suite, j'aimerais vous parler des génies de brousse ou esprits de brousse. En fait, c'est une entité surnaturelle que c'est plus, la représentation, ça ressemble plus aux forces de la nature. En gros, il y a beaucoup de populations de l'Afrique de l'Ouest qui parlent d'un peuple de petits génies de brousse qui occuperait l'espace non habité puis non cultivé par l'homme. Il y aurait les Mouz ou Mossi, qu'ils appellent aussi les Kinkirs, les Ewe Aziza, les Gourmatché Pola, les Lobby Conti, puis ça ressemble un peu à ça. En gros, il y a c'est des voisins on dit qu'ils sont imaginaires, mais c'est des petits génies qui seraient voisins. Il y a beaucoup de personnes, en fait, dans la culture, ils ont beaucoup décrit leur aspect physique, habitat, techniques de production, coutumes alimentaires, jusqu'à même leur vie sociale et religieuse. Je ne l'étalerai pas ici, mais ils sont souvent décrits comme des nains recouverts de cheveux. Ils disent que chez les Mossi, chaque naissance humaine correspondra à une naissance d'un Kingirga, qui est un génie de brousse. Les deux êtres sont liés, leurs destinées sont liées l'un à l'autre. Donc c'est mignon quand même, un tout petit peu. Alors, on va finir l'épisode 1, en tout cas la partie 1 avec ça. J'espère que vous avez apprécié. Puis on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a la suite du podcast parce qu'évidemment, comme d'habitude, les créatures fantastiques, hein, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y en a pas juste deux. Donc, on vous remercie d'avoir été là. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.